Très bien, madame, monsieur, bienvenue. Vous êtes donc nombreux à nous suivre, nos vraies versions et toute cette grande équipe. Nous avions décidé aujourd'hui de ramener l'émission vers la population. Cela veut dire que vous trouverez que maintenant, ça sera une interaction. Maintenant, ça sera vos questions que nous allons poser à nos différents invités, mais aussi vos réactions que nous allons directement proposer aux invités. Cela veut dire que vous êtes permis de faire une vidéo posant la question ou de faire même une voice. Vous allez écouter cette question, cette préoccupation dans nos différentes émissions. Mais nous n'allons pas nous limiter là. Nous allons descendre comme vous nous aviez demandé, sous la coordination bien sûr de cette grande structure. Vraie version sera sur terrain pour vous laisser parler, pour poser des questions directes, sans embâche, encore moins sans frousse aux dirigeants, mais aussi montrer la vie quotidienne, la vie de tout le jour des téléspectateurs, nos compatriotes, les Congolais. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un homme politique, mais c'est un élu. Il est conseiller municipal. Est-ce qu'ils prennent en compte qu'ils sont directement rattachés à la population et qu'ils sont plus proches de la population dans le cadre de la décentralisation? Nous allons poser toutes ces questions. Mais il est aussi dans le parti de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui a dit beaucoup de choses, que Kabila n'est pas congolais et que Kabila, c'est en fait un étranger. Nous allons lui soumettre toutes ces questions. Donc, soyez scotchés, vous passerez des bons temps, vraiment des bons temps de télé. Il s'appelle Ig. Bien évidemment, il s'appelle Ig Malaka Keïta. Bienvenue. Merci beaucoup, merci mon frère Didier, les journalistes. Nous vous remercions pour l'invitation et nous saluons aussi nos frères qui sont derrière la caméra et nous saluons nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, ceux qui sont à la maison, qui ont branché la télé pour nous suivre et suivre l'actualité du pays à travers votre émission Vraie Version. Très bien. Je vous ai présenté, vous êtes conseiller municipal, vous êtes cadre du MLC. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? En fait, je suis Ig Malaka Keïta, je suis le de la commune d'Engalima comme conseiller municipal. Je suis le coordonnateur de la Ligue des jeunes MLC Lukunga. Oui. Et voilà, j'occupe des postes au sein de mon parti politique et je gère la jeunesse de Lukunga, ceux qui sont au sein du MLC. Très bien. C'est facile de gérer la jeunesse? En fait, la gestion, si vous voyez aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des problèmes. Les problèmes de la gestion, ça veut dire que gérer n'est pas facile. Oui. Et en forcellerie, gérer la jeunesse, c'est une chose qui n'est pas vraiment facile. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, avec les systèmes que nous avions, oui, les systèmes d'Android, oui, nous avions les systèmes de GPT, oui, nous avions les systèmes de l'IA et l'intelligence artificielle. Oui. En tout cas, la jeunesse d'aujourd'hui est trop éveillée par rapport à la jeunesse d'hier. Okay. Et les contrôler, vous devez avoir tous les atouts possibles pour contrôler cette jeunesse. Oui. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est très différente de la jeunesse qui était hier. Okay. Mais du fait que vous êtes le leader, on a toujours dit, un leader, c'est une personne qui montre le chemin pour sa suite. Oui. Et on a toujours fait de notre mieux pour que cette jeunesse puisse être alignée, pour que cette jeunesse puisse être sous nos ordres et suivre l'idéologie du président Jean-Pierre Bemba Gombo. Très bien. Voilà preuve à laquelle nous avions un chemin que nous avions tracé, que ces jeunes sont en train de suivre et ces jeunes nous ont fait confiance, ils ont bâti campagne pour nous. On a réussi aux élections parce que nous sommes leaders, parce que nous savions comment diriger cette jeunesse. Très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons que gérer la jeunesse, c'est juste avoir des stratégies. Oui. Gérer la jeunesse, c'est juste être intelligent et se mettre à la place de cette jeunesse-là. Très bien. Mais on dit que Jean-Pierre Bemba, c'était celui qui croyait à un moment donné à la jeunesse. Il croyait à la jeunesse parce que nous avions découvert des gens comme Germain Kambinga, nous avions découvert Yves Kissombe, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, cette jeunesse l'a déçu. C'est comme ça qu'il préfère aujourd'hui travailler avec des gens d'un certain âge. La jeunesse est oubliée. Regardez, lorsqu'il s'agit des nominations, c'est les autres qui en bénéficient, mais pas vous, le jeune.
En fait, merci beaucoup, mon frère Didier. Je pense que la question que vous m'avez posée, c'est vraiment pertinente. Jean-Pierre Bemba, ce n'était pas seulement hier qu'il voulait de la jeunesse. Même aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a toujours dit sa base, sa formation, les domaines de ces pays, c'est la jeunesse. Oui. Voilà pourquoi il a parcouru toute l'étendue de la République au moment où nous étions attaqués fraîchement par les l'M23 avec les Rwandais. Oui. Il a marché partout, dans sa bouche, c'était la jeunesse. Oui. C'est-à-dire que c'est une personne qui compte sur la jeunesse. Même aujourd'hui, si je vous dis, partout où Jean-Pierre Bemba a placé ce membre au sein des ministères, tous ceux qui gèrent, ce sont des jeunes. Ah bon? Si vous partez au ministère des Affaires sociales aujourd'hui, oui. Les directeurs du cabinet, vous aviez la Mineta, qui est Maman F. Bazaïba, qui est, comme vous le savez, la secrétaire du parti. Oui. Et son directeur de cabinet, c'est celui qui était l'ancien président de la Ligue des jeunes MLC, Adalch Loboya. Oui. Vous voyez, c'est un jeune. Vous partez aussi là où il est en train de gérer, c'est toujours des jeunes. Et nous, il nous place toujours la confiance, malgré qu'il a été trahi par les Jumé Kambinga, il a été trahi par les Yves Kissombe. Il dit que non, ce n'est pas tous les jeunes qui peuvent les trahir. Il y a aussi les jeunes qui ont travaillé pour que l'MLC aujourd'hui, malgré que Jean-Pierre Bemba a été arrêté à la CPI, oui. On l'avait fait arrêter par Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui l'a fait arrêter à la CPI. Il fait parmi les gens qui ont fait ce que comment ça, un président peut avoir l'influence sur la Cour internationale? Lors de sa sortie, Jean-Pierre m'a dit, moi je vais continuer à faire confiance à la jeunesse. Oui. Il y a aussi des jeunes comme des Fidel Babal à l'époque qui ont fait confiance aujourd'hui à Jean-Pierre Bemba. Juste aujourd'hui, ils sont 5 du MLC. Ouais. Nous avions mon vieux Guiringo qui est le président interfédéral. À l'époque, ils étaient aussi jeunes. Oui. Ils n'ont pas déçu Jean-Pierre Bemba. Et ce qui fait, c'est que jusqu'à preuve de contraire, Jean-Pierre Bemba continue à faire confiance à la jeunesse. Mais quand on regarde les nominations, on voit que vous avez plusieurs portefeuilles, mais il n'y a pas de jeunes. On voit des Mbozi bien servis. On voit, en fait, au MLC, oui. Au jour où on parle là, tout le monde est servi, sauf les jeunes. Vous trouverez des jeunes chômeurs, mais pas des gens d'un certain âge. C'est ce qu'ils disent. Didier, écoute-moi, je vais te dire ceci. Vous voyez, l'MLC, c'est le seul parti dans ce pays qui prend la justice et qui suivent les lois et le nom de ces pays. L'MLC, nous n'avions que 2 ministères aujourd'hui. Oui. Vous le saviez? Avec beaucoup de portefeuilles. On n'a que 2 ministères. Nous n'avons que 2 ministères au sein du MLC. Oui. Et si vous partez dans ces ministères-là, vous allez trouver que non, la majorité qui sont dans des cabinets ministériels, ce sont des jeunes. Les portefeuilles, nous avions des portefeuilles. Si vous partez dans les portefeuilles que MLC gère, vous allez trouver, il y a des jeunes qui sont en train de gérer aussi ces portefeuilles. Okay. On n'a pas trop de portefeuilles comme les gens pensent. Oui. Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il vient, il trouve les portefeuilles, il n'a jamais dit que non, moi je prends ces portefeuilles pour mettre à la charge seulement des gens de MLC. Oui. S'il trouve qu'il y a des hommes qui sont compétents dans ces portefeuilles, il les laisse. Si vous partez par exemple à l'ONATRA, ce qui gère l'ONATRA aujourd'hui, il n'est pas de l'MLC. Oui. La majorité des portefeuilles que vous trouvez affiliés au ministère des Transports, ce n'est pas l'MLC qui gère. La majorité, ce sont les gens qui l'ont trouvé, s'ils trouvent que non. Il y a des compétences. Jean-Pierre Bemba laisse continuer pour travailler à l'intérieur du pays. Ok. Vous voyez? Donc il peut laisser quelqu'un qui est d'un autre parti politique continuer à travailler. Mais voilà pourquoi moi je suis toujours Jean-Pierre Bemba. C'est par rapport à cette politique-là. C'est pour que toi tu es compétent. Jean-Pierre Bemba a une bonne politique. Jean-Pierre Bemba a... Mais je te dis non. Lorsqu'il vient, il trouve que non, cette personne, c'est une personne compétente dans son poste. Je peux le laisser. Il va venir, il te laisse pour l'intérêt du pays. Alors. Il ne vient pas te dire que non, par exemple, que non, il prend IG. Moi, je n'ai pas de compétences en matière de transport. Il me prend, comme je suis de MLC, il me place là, non. Mais il y a une personne qui est compétente, qui peut travailler pour l'intérêt du pays, qui peut résoudre les problèmes des transports, c'est lui qui va laisser. C'est ça la politique que Jean-Pierre Bemba est en train de gérer. Ce n'est pas seulement l'MLC, oui. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est toute la République, c'est tous les Congolais qu'il est en train de voir. Alors, lorsque vous dites que Jean-Pierre Bemba est un bon, vous présentez même Jean-Pierre Bemba comme quelqu'un de juste, ça nous laisse perplexes. Jean-Pierre Bemba, récemment ici, a dit des déclarations qui ont frustré toute une famille politique. Jean-Pierre Bemba, que nous connaissons, un ancien vice-président de la République, vice-premier ministre, et tout ce qu'il a comme histoire dans ces pays, a dit que Joseph Kabila n'est pas un Congolais, alors que lui a été vice-président où Joseph Kabila était président. Ben,
on a dit que Bemba est un conflictuel. Mon frère Didier, venons d'abord, tu viens de dire que non, Bemba a travaillé avec Kabila. Oui. Quel a été le contexte qui a poussé Bemba à travailler avec Kabila? Oui. Quels sont les contextes? C'était après nous avoir créé les mouvements pour libérer le pays, les mouvements de libération du Congo. C'était une condition qui a été imposée par les Occidentaux et par les pays voisins, les pays voisins de notre pays. Ils ont dit, Jean-Pierre Bemba, tu veux de ta population, tu veux que ton pays, la RDC, soit en paix, ok, nous, on te donne des conditions. Tu acceptes de travailler avec Kabila, tu acceptes de travailler avec tel, tu acceptes de travailler avec tel. Je te dis aujourd'hui, mon frère Didier, Jean-Pierre Bemba n'a jamais été nommé par une ordonnance signée par Joseph Kabila. Okay. Non, ce sont les accords qu'il a demandé à travailler ensemble. Oui. Jean-Pierre Bemba n'était pas le subalterne de Joseph Kabila. Les accords qu'ils ont signés à Sainte-Cécile, les accords qu'ils ont signés, qui leur ont demandé de travailler pour l'intérêt du pays. Oui, mais on travaillait ensemble, c'était un inférieur, un subalterne, bon, c'était un inférieur. Oui, parce que Kabila était président. C'est mon frère. Oui. Si moi j'ai ma base à la commune de Ngaliema, mais je dis que non, il y a beaucoup de morts, il y a des souffrances à ma base à la commune de Ngaliema. Mais je dis que non, il y a mon frère Didier qui est en face de moi, je t'enlève les cassettes des journalistes. Il y a ton frère Didier qui est en face de toi, qui est en train de maltraiter ta population. Oui. Alors, pour que ta population soit en paix, il faut que nous puissions travailler avec Didier. Oui. Alors, Didier doit être président. Toi, tu seras le vice-président. Voilà. Tu vois, tu seras en charge des finances et d'autres histoires. Oui. Moi, avec l'amour que moi je manifeste envers ma population, qu'est-ce que moi je vais faire? Si moi je veux que la population... Vous acceptez. Vous acceptez. C'est ça qu'a fait Jean-Pierre Bemba. Oui, mais en acceptant, dans l'exercice du travail, quand on parle de sa hiérarchie, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'était Joseph Kabila qui l'appelait président. Parce que je pense qu'il s'est voyé. Ce n'était pas l'hiérarchie, c'était le 4 plus 1. Vous voyez, nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Et il y a une personne qui est là comme président, nous sommes des vice-présidents. Okay. Et vous avez parlé de la nationalité de Joseph Kabila. Mon frère Didier, si moi je te pose la question, est-ce que c'est la première fois que tu as entendu de tes oreilles parler de Joseph Kabila? Non, c'était à la bouche de Jean-Pierre Bemba. C'est une question que je t'ai posée. Non, pour la première fois qu'un ministre en fonction puisse dire de telles histoires. C'est la première fois que tu entends un ministre en fonction puisse dire de telles histoires. Bien évidemment. Mais mon frère, en 2006, lors de la campagne de Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, quelle a été la chanson que les musiciens ont composée pour Jean-Pierre Bemba? N'est-ce pas, ils ont composé la chanson Azamouana Congo, Azamouana. Ils disaient qu'il y a Jean-Pierre Bemba, non? Bien sûr. Et s'ils disent qu'il y a Jean-Pierre Bemba, Azamouana Congo, c'est-à-dire que l'autre est là. Il est qui? N'est-ce pas qu'il y a Azamou Paya? Oh, mais est-ce qu'il parle pas? Si on dit que non, c'est lui qu'on vous donne la charge de gérer. Et Azamouana Congo. N'est-ce pas que l'autre est là, Azamou Paya? Non, mais si je viens avec l'effet Tshisekedi, le Félix, n'est-ce pas, il nous a dit que Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Il est venu, qu'il a été adopté par Laurent Désiré Kabila. Il n'a rien à voir avec la nationalité congolaise. Oui. C'est la première fois que vous l'avez entendu. Non. C'est à la bouche de Jean-Pierre Bemba. Non. L'entendre par les militants, l'entendre en route et entendre cela à une carrure comme Jean-Pierre Bemba, là, on s'est dit, ça devient sérieux. Vous êtes là, je donne un exemple. Un militant, surtout d'un autre parti politique, peut venir dire tout, peut dire que Keïta, c'est pas un nom congolais. Mais lorsque ça vient d'une autorité qui est censée avoir l'information, qui engage l'État, là, ça a une autre connotation, cher Guy. Vous saviez qui était Cheo Kitundu à l'époque de Kabila? Ben, il était ministre. Mais qui a révélé, qui c'est qui ont révélé pour la première fois que non, Joseph Kabila n'était pas congolais, il était rwandais. N'est-ce pas, il y avait Cheo Kitundu. Et à l'époque, Cheo Kitundu occupait quel poste? Avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait Cheo Kitundu qui était parmi les gens qui ont dit que non, Joseph Kabila n'était pas congolais, il était rwandais, il a été adopté par la famille Kabila. Cheo Kitundu. Si, je t'ai dit, Cheo Kitundu l'a dit. Il y a Cheo Kitundu qui a dit, il y a l'interview qu'on a posé la question à son petit frère, le petit frère de Joseph Kabila, qui est celui qui fit le gouverneur. Zoé. Vous parlez de Zoé. On lui a posé la question, depuis quelle année que
vous et ton frère Joseph Kabila, vous êtes à la famille de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous savez sa réponse? Il disait que depuis 97. Vous imaginez. Oui. Et ce qui sort de la bouche de son petit frère, oui. Comment Jean-Pierre Bemba peut le contredire? C'est plutôt le professeur Ngoïmou Kena, c'est lui qui a dit que Joseph Kabila. Le professeur Ngoïmou Kena fut la première personne, mais la personne qui a prouvé, c'était Cheo Kitundu. Cheo Kitundu. Cheo Kitundu, il n'était pas que ministre de Kabila, il était directeur de cabinet de Kabila. Il était parmi les hommes influents. Ça veut dire qu'il connaissait trop bien les hommes influents. Et si aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba vient juste dire, n'est-ce pas, il vient juste dire ce qui a été déjà dit avant. Quant à moi, je dis que non, ce n'était pas une information pour les Congolais. Okay. Tous les Congolais savaient déjà que non, Joseph Kabila n'était pas un Congolais, il fut un Rwandais, il a été adopté par la famille de Laurent Désiré Kabila. Son frère propre nous les a confirmé qu'ils sont au sein de la famille depuis 1997. Okay. Et pourquoi devons-nous nous acharner contre... Ils ont dit qu'ils sont de la famille depuis 1997. Depuis 1997, et comment devons-nous dire que non, Jean-Pierre Bemba est en train de dire des choses. Très bien, nous allons sauter ce chapitre. On dit que Jean-Pierre Bemba a vendu ses ambitions politiques. Il est devenu un garçon de course de Félix-Antoine Tshisekedi, qui dit oui quand à tout moment, qui ne s'oppose en rien, qui a la même pensée que le président de la République, parce qu'il a peur de perdre les postes, parce qu'il a peur de rester au chômage, pendant que Kamere a dit la vérité. Kamere a montré même sa position par rapport à la guerre de l'Est, au dialogue, ainsi de suite. On dit que Jean-Pierre Bemba, lui, il est devenu carrément le garçon de course de Félix-Antoine Tshisekedi. Mon frère Didier, je voulais te dire ceci. Aujourd'hui, chez nous, au Congo, en Afrique, on a un problème. Si on te trouve que moi, toi, c'est loyal envers moi, qui suis ton supérieur, je suis devenu ton garçon de course. Je pense que les gens se trompent. Jean-Pierre Bemba a intégré l'Union sacrée. Lorsqu'il a intégré l'Union sacrée, est-ce qu'il fut ministre? Jean-Pierre Bemba. Vous pensez qu'il a intégré l'Union sacrée sans avoir une certaine garantie quelconque? Mais il a intégré l'Union sacrée, il n'était pas ministre. Oui, mais et aujourd'hui, comment les gens doivent venir dire... Il a donné, il a permis que sa secrétaire générale soit ministre. Voilà, et pourquoi aujourd'hui les gens vont venir dire que non, Jean-Pierre Bemba est devenu l'enfant de course de Félix Tshisekedi pour garder juste les postes. Vous voyez que ce n'est pas fondé. Je vais vous dire aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba, tout ce qu'il veut, tout ce que Jean-Pierre Bemba a toujours voulu depuis son enfance, c'est voir la RDC, c'est voir le pays aller de l'avant. Okay. Et le combat de Jean-Pierre Bemba, depuis son enfance, a toujours été de voir un Congolais comme Félix Tshisekedi diriger ce pays. On a été pendant plus de 20 ans, pendant plus de 18 ans, dirigé par les Rwandais. Oui. Et aujourd'hui, lorsque nous avions un fils... Dirigé par les Rwandais? Mais le pays a été dirigé par les Rwandais. Ok. Par les poussins de Paul Kagame, qu'il a placé là pour nous diriger pendant 18 ans. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avions... Comment Paul Kagame nous avions un fils pays. Comment Paul Kagame peut imposer un dirigeant de notre pays? Comment il peut le faire? Mon frère, on viendra, mais je vais d'abord continuer. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avions un fils pays qui est en train de diriger, dont nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Et pour l'appuyer, bien qu'il a des insuffisances, qu'est-ce qui nous manque de l'appuyer? C'est là la place où Jean-Pierre Bemba n'a jamais été pour sa propre poche, pour sa propre famille. Non, Jean-Pierre Bemba a toujours travaillé pour le pays, pour l'intérêt de la population. Voilà pourquoi aujourd'hui, il dit, voilà, on doit laisser de côté nos égos, soutenir Mwana Mboka, soutenir le président Félix Tshisekedi. Et sa loyauté envers le président, aujourd'hui, les gens disent que non, il est devenu l'enfant, les petits Itinda, Mwana course. En tout cas, moi, ça doit m'étonner. Je pense que si aujourd'hui, il y a un ministre, ou bien il y a une personne influente qui est en train de soutenir le président de la République, la première personne aujourd'hui, c'est le président national Jean-Pierre Bemba, qui est excellence au ministère des Transports. Très bien. Et si Jean-Pierre Bemba, à chaque fois quand il sort, il frappe sur les autres. Il est dur, il a frappé sur l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, pour dire qu'il n'est pas congolais. Il a frappé même sur une équipe qui pensait pirater un compte de la CENI. Et maintenant,
c'est chez Kabila. Quel est son bilan au ministère des Transports? Déjà, mon frère, je vais te dire aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba n'a pas besoin d'avoir des porte-paroles comme nous voyons les autres pour que sa voix puisse être écoutée. En une seconde, si Jean-Pierre Bemba vient sur ton plateau, il dit quelque chose, tout le monde doit l'écouter. Exactement. Et lorsque Jean-Pierre Bemba passe à la télé pour dire des choses, il ne parle rien que la vérité et la réalité. Ok. Le bilan de Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports, je dois d'abord te poser la question. La dernière fois que tu as obtenu le permis de conduire, c'était depuis, ça date de quelle année? Bon, c'est moi qui pose des questions. Non, mais, vous me posez des questions, mais moi justement. Bon, là, je vais pas. Là, je vais vous répondre. Voilà pourquoi. Je vais quand même vous répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais justement. Les permis sont où? Les permis en question sont aujourd'hui, il y a les gens qui sont dans des agences pour retirer leur permis. Mais moi, je vais vous montrer une vidéo où les gens se bousculent pour avoir leur propre permis. Mon frère, moi, je vous dis, même avec la CENI, la première semaine a toujours été en ébullition. Oui. Chacun est en train de se précipiter pour avoir son permis. Okay. Et avec le temps, tout le monde sera servi. C'est déjà parmi les bilans de Jean-Pierre Bemba Gombo. Okay. Je vous pose la question aujourd'hui. Pouvez-vous me dire la dernière fois que le train a tringallé dans notre ville de Kinshasa, entre Kinshasa et Matadi? Les gens qui sont en train de me suivre, ils doivent me dire la dernière fois que nous avions eu les vols les vols propres à notre pays. On avait Congo Airways. Avant que Jean-Pierre Bemba puisse être ministre des Transports, l'entreprise, la société Congo Airways était par terre. Et aujourd'hui, les gens peuvent se déplacer dans notre pays avec notre propre identité. Vous imaginez? Oui. C'est ça les bilans. Depuis que Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui... Je suis en train de compter. Hein. Depuis... excusez. Congo, je vous dis... Congo Airways... Onatra, depuis, je vous pose la question par rapport à Onatra. Depuis que VPM Jean-Pierre Bemba est ministre des Transports aujourd'hui, aviez-vous vu devant Onatra, les travailleurs d'Onatra, faire les sit-ins pour marcher contre les DG ou bien contre les ministres parce qu'ils ne sont pas payés? Aujourd'hui, dans notre pays, aviez-vous vu les LMC? Oui. Vous partez dans tout ce qui sont les entreprises affiliées au ministère des Transports. Oui. Avant, ils n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, vous avez trouvé des moyens. Okay. Je vous dis, aujourd'hui, la population qui me suit à côté, si vous partez au port de Matadi, nous avions plus de 800 bis esprits de vie qui sera pour la République démocratique du Congo. Que les pays a commandé, c'est en cours. Bientôt là, les esprits de vie, nous les aurions comme on les avait avant. Okay. On a plus de 800 bis esprits de vie qui ont été commandés. C'est en cours de route. Et aujourd'hui, j'ai encore vu, il y a les trains. On a encore ajouté des trains qui sont en route en train de venir. Oui. Et on a tenté de fabriquer. Mais c'est pas un bilan. Mais vous avez parlé des véhicules qu'on est en train de réparer. Vous avez parlé de la route. Et puis vous dites que Jean-Pierre Bemba fait un bon travail. Alors que aucune politique venant de Jean-Pierre Bemba pour réguler ces phénomènes d'embouteillage. Aucune politique. Quelle est la politique que vous avez pour pouvoir pallier à toutes ces choses? Merci beaucoup mon frère. C'est vraiment une très bonne question. Oui. Vous savez, le changement ne vient pas en un clin d'œil. Les VPM Jean-Pierre Bemba est au sein de ces ministères. Aujourd'hui, il n'y a pas plus d'un an. Oui. Et je vous dis, pour régler la situation des embouteillages dans notre pays, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui en formation. Okay. Ils sont en train d'être formés. Formés par vous, les ministères je vous dis, ils sont en train d'être formés par les pays à travers les ministères de Transport pour régler la situation des embouteillages dans ces pays. Vous voyez, du jour au lendemain, nous avions des solutions à solutions. Il y a les services, nous avions les services de sécurité qui sont là pour régler les roulages, les PCR qui sont là pour régler la situation dans nos routes. Oui. Et dans notre pays, le VPM Jean-Pierre Bemba, avec son équipe, il ne dort pas aussi. Ils sont en train de chercher comment nous devrions pallier sur ce phénomène des embouteillages. Oui. Et ce phénomène des embouteillages n'est pas seulement le problème de Jean-Pierre Bemba Gombo lui-même. Le problème des embouteillages, ça doit commencer à partir de l'hôtel de ville, à partir des gouvernements. Oui. Je ne peux même pas parler de gouvernement. Nous devons le commencer à partir de nos quartiers, à partir de nos communes, à partir de l'hôtel de ville.
C'est là où nous devons commencer. Oui. Parce que si vous imaginez, vous voyez aujourd'hui, les gens qui sont en train de créer des embouteillages, la majorité, ce sont des chauffeurs. Oui. Et beaucoup plus de chauffeurs des taxibus. Les chauffeurs même parce que ils n'ont pas de parking et autres. Et aussi, vous expliquez quand même, mais Jean-Pierre Bemba nous a dit clairement que ce n'est pas son problème. Il nous a montré des photos des embouteillages. Je vous dis, le problème de parking, aujourd'hui, dans notre pays, il y a des arrêts de bus qu'on a mis pour que les gens puissent parquer dans ces arrêts de bus. Mais vous allez voir une personne qui laisse le parking, qui laisse l'arrêt de bus, mais qui vient sur là où les gens devraient peut-être dépasser, là où d'autres véhicules devraient passer, mais il vient se mettre des blocs pour charger les gens les passagers qui devraient monter et partir. Je prends le phénomène aujourd'hui, le phénomène des Wewa, les bandes à moto aujourd'hui. Est-ce que as-tu déjà vu nos frères motards parqués dans l'arrêt de bus? Ils partent jamais là. Vous voyez, et c'est devant la chaussée, la route, l'entrée, là où les gens devraient entrer, c'est là qu'ils sont en train de parquer. Et là, c'est le problème de Jean-Pierre Bemba. Nous avions les tels de ville. Vous êtes en train de nous dire que ces problèmes-là ne vous concernent pas. Non, non. Ces problèmes-là concernent les usagers de la route, les banawewa, les taximens. Faites ce que vous voulez. Ça nous concerne à travers la régulation. À quel niveau? Parce que la population vous a donné la confiance de sanctionner même. Voilà pourquoi. Quelles sanctions vous prévoyez? Qu'est-ce que vous faites pour en finir? Voilà pourquoi dans notre pays, nous avions les niveaux par niveau. Nous avons le niveau national, provincial et communal. Il y a d'autres actions qui demandent à ce que l'hôtel de ville, à travers son ministre provincial des Transports, puisse intervenir. Oui. Vous voyez, ce sont ses attributions. Non, le ministre des Transports, lui, il va dire que ce n'est pas son problème. Hein? Le ministre national des Transports s'occupe des variés nationales. Okay. Vous imaginez, si au niveau des variés nationales, là, nous devons attaquer au ministère des Transports. Ah, donc les problèmes d'embouteillage... Ce sont des variés provinciales. C'est ce que nous avions dans notre pays. C'est au niveau provincial. Très bien. Bien qu'ils doivent travailler en collégialité, mais les ministres provinciaux des Transports, ce sont dans ces attributions. Très bien, nous allons parler... Et l'hôtel de ville, ce sont dans ces attributions. Très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avions... les gouverneurs, nous avions, il a aussi ses ministères. Nous avions aussi l'inspecteur général de la police, celui qui s'occupe de la ville. Il devrait travailler en collégialité avec l'hôtel de ville. Oui. Ce n'est pas le problème du ministère national. Très bien. Nous allons parler de vous, mais une question. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba est à sa place ou il serait mieux comme ministre de la Défense? Je pose cette question parce que lorsqu'il a été permis, c'était la tollée. Et tout le monde disait, mais comment il peut quitter le ministre de la Défense, vice-ministre de la Défense, vice-premier ministre et ministre de la Défense, à ministre des Transports, vice-premier ministre et ministre des Transports. Vous pensez qu'il est à sa place? Jean-Pierre Bemba, même si aujourd'hui il serait à la commune, il doit travailler pour l'intérêt de la population. Non, il ne voudra pas être à la commune. Il non, voudra pas. C'est l'exemple. Vous savez qu'il avait refusé un bureau parce qu'il se disait qu'il va travailler chez lui. Je ne dis pas qu'il va venir à la commune. Il est déjà au bureau. Il est déjà au bureau, il travaille toujours chez lui. Je ne dis pas que Bemba sera bourgmestre à la commune. Justement. Je vous donne juste l'exemple que partout il est déjà au bureau ou il travaille toujours chez lui. Je vous dis que partout où Jean-Pierre Bemba sera positionné, il doit travailler pour l'intérêt de la population. Au ministère des Transports, nous avions eu des grands et de gros problèmes. Aujourd'hui, depuis que Jean-Pierre Bemba a été nommé comme VP au ministère des Transports, nous sommes en train de voir petit à petit, il y a des solutions par rapport à sa nomination. Très bien. Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba, on l'a toujours placé là où le pays a toujours des problèmes. Très bien. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes du MLC. Aujourd'hui, votre cas est alarmant parce que vous faites pitié. La population vous a fait confiance, mais les gouvernements ne considèrent pas que vous êtes des élus. J'ai reçu plusieurs fois les conseillers communaux, d'ailleurs, c'était même des femmes et même des hommes parfois qui ont quitté de l'intérieur, qui sont venus pour faire des sittings. Vous êtes fiers de votre gouvernement, la gestion de votre gouvernement?
Merci beaucoup pour la question. Comme vous venez de dire, je suis le leader du peuple au niveau municipal et au niveau de la base. Oui. Et ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui, dans notre pays, la décentralisation est en train de souffrir. Ah bon? La décentralisation est en train de souffrir parce que nos autorités ne veulent pas aider le président de la République à atteindre ses objectifs. Les autorités ne veulent pas aider le président de la République à atteindre cela. Je voulais dire quoi? Ces conseillers ne veulent pas aider le président de la République à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, si nous voulons aider le président de la République, on devrait commencer le développement de notre pays à partir de la base. Vous imaginez aujourd'hui dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, si nos avenirs sont propres, si nos quartiers sont propres, si nos communes sont propres, est-ce que la ville de Kinshasa sera sale? Est-ce que la République démocratique du Congo sera sale? Mais elle sera propre. Je vous dis que les communes seront propres comment? Les quartiers seront propres comment? Les bourgmestres sont absents. Au sud et au vu de tout le monde, les bourgmestres sont en train de faire autre chose. À part un bourgmestre que nous devons ici féliciter, c'est Franck Kombo, le bourgmestre de la commune d'Nsele. Est-ce que vous y êtes déjà? Je ne sais pas. À part celui-là, les bourgmestres sont absents. Ils sont dans autre chose, ils sont dans les mariages. Mariage, ils ont combien? 500 $, c'est tout. Ils ne travaillent pas. Mais mon frère, je vais vous dire aujourd'hui que les bourgmestres sont devenus des petits rois dans nos communes. Tout ce qu'ils font, lorsque vous partez, vous les voir, ils vont vous dire que non, moi, vous ne m'avez pas voté, j'ai été nommé par le président de la République. Ça veut dire que moi, je ne suis pas redevable à la population ni à vous, je suis redevable au président de la République. Vous voyez là où nous sommes. Aujourd'hui, nos communes ne savent plus respirer parce que les bourgmestres qui sont là ne savent même pas leur travail. Parce que les bourgmestres qui sont là, ils ne sont même pas contrôlés. Vous imaginez un bourgmestre qui a un marché, qui est en train de gérer un marché, qui a placé son frère, et à la fin de la journée, l'argent qu'il va recevoir, qui va récolter aux étalages de l'État, on va envoyer cet argent au numéro MPSA d'un bourgmestre. Est-ce que vous trouvez ça normal? On envoie l'argent de l'État au numéro MPSA. Au numéro MPSA d'un bourgmestre, est-ce que nous allons trouver normal? Nous devons nous poser des questions aujourd'hui. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Je vous dis, je suis un élu de la population. J'ai eu à parcourir le marché, j'ai eu à parcourir les arrêts, j'ai eu à parcourir là où mon devoir m'envoie. Donc ils disent, Tindelanga Mongwana numéro nanga MPSA. Et ça lit combien? Et ça lit combien? Tindelanga na téléphone. Bon à l'État. Il y a même d'autres marchés, je ne dis pas que c'est chez nous, mais peut-être ailleurs, on va nous dire que non, l'argent de ces marchés, c'est la femme de tel bourgmestre qui prend. L'argent de tel marché, c'est la maman de tel bourgmestre qui prend. Et comme ça, comment notre pays va évoluer? Aujourd'hui, j'ai dit devant votre micro, je prends la parole pour dire au président de la République, votre prédécesseur a un bilan. Aujourd'hui, s'il vient défendre, il va dire que non, c'est lui qui est le père de la démocratie parce qu'il a instauré la constitution de notre pays. Et vous, aujourd'hui, la loi organique a été créée depuis 2008. Votre prédécesseur n'a pas pu respecter. Aujourd'hui, vous avez dit que non, les élections devraient commencer à la base. Ça veut dire que vous êtes le père de la décentralisation. Et l'effectivité de la décentralisation, c'est dans votre bilan. L'effectivité de la décentralisation sera la réussite totale et votre point fort dans les jours à venir. Et voilà ce que nous vous demandons au président de la République. Il faut penser aux élections des bourgmestres adjoints, maires des villes et les conseillers urbains. Si nous avions ces élections aujourd'hui, notre pays ira de l'avant et il y aura les changements dans ce pays. Donc le départ, je vous dis, mon frère, mais la CENI avait prétendu organiser ces élections et qui ont été mises à côté par les ministères. La CENI n'a pas prétendu, la CENI était juste en train de respecter ce qui nous demande la Constitution. Et la CENI était en train de respecter juste ce qui nous demande la loi organique. Les élections devraient continuer jusqu'à la base. Le président de la CENI a juste aussi suivi les mots d'ordre du président de la République. Le président de la République a dit qu'il faut que les élections puissent se tenir. Et la CENI a fait sortir les calendriers. Les calendriers de la CENI a fait sortir, nous avions, je peux dire, ce sont des politiques, ce sont des partis politiques qui sont fistrés. Nos frères de l'IDPS, ils ont dit,
Voilà au niveau, lorsqu'il y avait des élections, ils avaient négligé les élections municipales. Ils n'ont pas trop de conseillers communaux. Ils ont dit, si aujourd'hui, les élections, nous avions ces élections, l'IDP sera perdant. Ok. Oui, c'est ça le problème. Ah bon? Si aujourd'hui nous avions les élections, l'IDP sera perdant. Comment l'IDP sera perdant pendant que mais ils n'ont pas de conseillers. Comment on va voter alors qu'ils n'ont pas beaucoup de conseillers? C'est là que l'IDP n'avait pas présenté des candidats conseillers. Ils avaient présenté, mais ils n'avaient pas beaucoup réussi. Il n'y a pas beaucoup de conseillers élus. Et voilà, ils sont allés voir avec des communes. Maintenant qu'ils ont compris que non, la vraie politique va se faire à partir de la base. Oui. Ils ont dit, si il y a des élections aujourd'hui, l'IDP sera perdant à partir de la base. Vous dites aujourd'hui, c'est l'UDPS qui bloque les élections des bourgmestres et les élections à la base. Mais moi, je vous dis que après la sortie des calendriers par la CENI, l'IDPS a payé ses communicateurs l'argent pour étouffer les calendriers de la CENI. Et ils sont allés même loin peut-être trouver l'hiérarchie pour dire que non, si on a ces élections, l'IDPS ne va rien faire. Et aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière, dire que non, le pays est attaqué, le pays est en guerre, on ne peut pas prendre l'argent, c'est 3 millions de dollars donnés à la CENI pour organiser des élections. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, mon frère Didier, organiser les élections et prendre l'argent donné à Monaco, prendre l'argent donné à Barcelone pour la visiter de notre pays, et organiser les élections à partir de la base. Qu'est-ce qui est important? Mais organiser les élections. Vous savez organiser les élections. Là, je vous réponds rapidement. Et ces élections ne vont pas coûter. Vous savez les montants qu'on a donnés dans ces clubs-là. Les élections, l'organisation des élections n'est même pas les 0,5% de ce qu'ils ont donné dans ces clubs. Okay. Vous imaginez? Oui. Nous avions vu aujourd'hui, hier là, il y avait l'Union Sacrée qui a fait le meeting, combien qui était sorti? Même pas l'organisation des élections. Oui. C'est même pas un tiers de ce qui a été sorti là. Okay. Et comment ils vont dire que non, organiser les élections aujourd'hui doit être un blocage pour l'effort de guerre? Je pense que non. C'est juste la politique qui est en train de chercher à gérer ces pays. Oui. Nous avions la Constitution. Les élections, nous avions organisé les élections de nos présidents. Ça coûtait combien à la République? On a organisé les élections des présidents du Conseil. Dans chaque commune, ça coûtait combien? Et je dis, qu'est-ce qui nous empêche d'organiser la même chose avec ces élections? Vos élections ne vont pas trop coûter parce que même avec des papiers, ça peut s'organiser parce que vous êtes pas nombreux. Mais dites-nous un peu, quel est est-ce que vous êtes payé des conseillers communaux? Quel travail vous faites? Parce que les bourgmestres que vous êtes censés contrôler, vous boudent. Ne croyez pas à votre existence. Quel est votre travail? Mon frère Didier, je veux te dire, aujourd'hui, le travail d'un conseiller communal, moi étant conseiller communal, je suis en train de jouer les rôles d'un député provincial. Le député provincial, c'est au niveau de l'Assemblée provinciale, ça veut dire au niveau de la ville. Mais moi, je suis au niveau de ma commune. Qu'est-ce que j'ai fait? Le premier rôle que moi j'ai, c'est surveiller ou contrôler l'exécutif communal. Vous voyez, je dois les contrôler par rapport à tous les mouvements qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nos bourgmestres ne sont pas contrôlés. Les gens qui travaillent dans nos communes, nous avions les documents qui passent, l'argent qui entre, qui sort dans les poches des gens qui ne font pas entrer à la caisse de l'État. Mon travail, c'est de les contrôler. Alors, comment moi je vais les contrôler si je n'ai pas la même mise sur ces bourgmestres? Très bien. Aujourd'hui, mon travail étant conseiller communal, je suis la personne la plus proche de la base. Lorsque je vois que non, dans ce coin ici, ils ont un problème de routes, je suis censé de prendre ces désirata, je viens, je parle avec le bourgmestre. Voilà, dans ce coin, nous avions tel problème. Il faut chercher à trouver des solutions. Si au niveau communal, on peut trouver cette solution, on part, on apporte la solution. Mais si on ne peut pas trouver cette solution, on va monter au niveau provincial. Nous allons monter au niveau provincial. Si l'hôtel de ville ou votre province peut trouver cette solution, il vient, il apporte la solution. Mais si ce n'est pas au niveau de l'hôtel de ville, on part avec ça au niveau national, à l'Assemblée nationale. Et on va chercher peut-être un député national qui va porter ces problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, pour vous dire que non, aujourd'hui, un conseiller communal, c'est la personne la plus proche de la base.
un conseil communal, c'est la base en réalité. Oui. Parce que moi, je suis en train de palper la réalité que vit ma base. Très bien. La base, la population, les peuples souffrent. Chers dirigeants, laissez-moi vous le dire. La population, surtout quinoise, est abandonnée à son triste sort. J'ai décidé de faire des émissions de terrain, de filmer chaque avenue, chaque rue, et vous allez voir, nous allons les faire. La semaine prochaine, vous verrez notre descente sur terrain. Nous allons le faire avec les moyens des bords, mais nous allons le faire. La population doit parler. Elle est abandonnée à son triste sort. Les élus qui sont là sont absents. Les bourgmestres, n'en parlons pas. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, les plus absents. Et son vice-gouverneur qui s'appelle Molangia Molandi, les plus absents. Et je peux vous dire que c'est les conseillers communaux qui peuvent sauver cette population qui sont là même en train et même de subir cette injustice. Et c'est grave. Et c'est grave. Nous allons peut-être organiser une émission où vous serez nombreux pour parler de vos problèmes, je pense. Parce que là, les temps nous fait vraiment défaut. Nous arrivons à la fin. En fait, question. Oui, allez-y. Je voulais dire par rapport à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à la ville province de Kinshasa, je vais vous dire que non, les gouverneurs, c'est la personne qui est en train de faire ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre. Ok, c'est le gouverneur Daniel Bumba. C'est lui qui est l'auteur du chaos. C'est lui qui est l'auteur du chaos à la ville province de Kinshasa. Si vous partez à Kolwezi, vous n'allez pas trouver cette situation. Non. Si vous partez à Matadi, vous allez trouver que non, les conseils sont en train de travailler. Et ici, chez nous, il y avait les VPM de l'intérieur avaient fait circuler une note disant que non, il faut que les gouverneurs cherchent à prendre, les gouverneurs provinciaux cherchent à prendre en charge les élus municipaux et cherchent à trouver une solution pour que la cohabitation puisse très bien être entre le conseiller et les bourgmestres. Mais c'est la chose qui n'a pas été faite ici chez nous à la ville province de Kinshasa. Très bien. Parlant de leur gestion, je dis que bon, ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais je vois, il y a par exemple le vice, aujourd'hui qui est peut-être trop mobile par rapport au titulaire. Non, le vice... Je vous dis que... Eddie, lui-même ne parle pas, il ne fait rien. Bon, mais qu'est-ce que le vice fait lorsqu'il y a un titulaire? Le vice, il est en charge de l'administration. Est-ce aviez-vous écouté que non, au sein de quoi de l'Assemblée provinciale, bien que non, l'administration de l'Assemblée provinciale de l'hôtel de ville est faible? Je ne pense pas. Le vice, lui, il gère que l'administration et finance. Et je pense que dans ce coin-là, vous allez me dire que non, il n'y a pas de réclamation. Donc il ne gère que l'administration. Mais le problème, c'est que lorsque son titulaire échoue, lui aussi à chaque fois que son titulaire n'est pas à Kinshasa, nous le voyons sur le terrain, il est mobile, nous le voyons, il fait ceci, nous voyons qu'il est cela. Très bien. Mais au moment où son titulaire est ici, il doit être sous les ordres de son titulaire. Très bien. Voilà. Nous arrivons à la fin de l'émission. L'actualité oblige. La pétition contre Vital Kamerhe. Actuellement où on parle, Vital Kamerhe est en train d'être auditionné par la commission mise en place pour l'auditionner. Cette commission est dirigée par Maître Peter Kazadi. Question, quelle est la position du MLC? Quelle est la position de Jean-Pierre Bemba par rapport à tout ceci? Déjà, moi, étant jeune, oui, nous saluons la démocratie dans notre pays. Avec cette pétition, ça prouve combien la démocratie est en train d'évoluer petit à petit dans notre pays. Aussi, moi, je ne vais pas parler comme étant les porte-parole de MLC, mais je parle étant que IG qui est en train de parler. Parce que le MLC a son porte-parole qui peut venir dire par rapport à la position des MLC envers la pétition. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, si nous regardons la réclamation ou bien la pétition, les gens qui ont écrit cette pétition ont tenté de réclamer par rapport à 5 points. Les premiers points, ils ont dit
il y a l'incompétence. Oui. Ils ont dit que leur président est incompétent. Vital Kamerhe, c'était un incompétent. Oui. Mais nous savons que c'est faux. Kamerhe n'est pas incompétent. Bon, moi, avec vous, nous sommes ici, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui sont là à l'Assemblée nationale. Peut-être, comme vous venez de me dire aujourd'hui que non, Vital Kamerhe est en train d'être auditionné, il doit peut-être prouver qu'il n'est pas incompétent. Voilà. Ils ont dit, Vital Kamerhe l'air gère comme s'ils étaient les fils, et Vital Kamerhe était papa. Était les papas ou les pères à la maison. Oui. Et je voulais vous dire aujourd'hui que Vital Kamerhe, avec tous les élus qui sont là, ils ont été élus au même moment. Voilà. Ils sont tous les députés nationaux. Ouais. Vous voyez, ils sont tous les députés. Oui. C'est-à-dire que Vital Kamerhe ne doit pas les considérer comme les membres de son parti politique, il doit les considérer comme les collègues. Très bien. Et Vital Kamerhe doit savoir que s'il est là président aujourd'hui, parce qu'il a été voté par ces députés nationaux qui ont écrit cette pétition contre lui. Okay. C'est-à-dire que Vital Kamerhe est redevable face à ces députés nationaux. Okay. Vous voyez, ils ont dit il y a la mégestion. Mais moi, je vais vous dire que je ne suis pas dans l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui connaissent pourquoi ils disent pas de la mégestion. Justement. Mais moi, je vais vous poser la question. Vous savez qu'il y avait les défis que Vital Kamerhe avait introduits pour acheter les bis, avoir l'hôpital à l'Assemblée nationale, avoir les soins médicaux pour les députés nationaux. Oui. Et ça, vous savez le montant d'achat d'un bis, c'était à combien? C'est levé à combien? C'était à combien? C'était à plus d'1 million de dollars. Un bis? Un bis. C'était à plus d'1 million de dollars. Oui. Et lorsque les députés vont dire que non, il y a la mégestion, qu'est-ce que nous, la population, nous allons dire? Parce qu'ils sont avec qui ensemble? Très bien. Moi, je me pose la question, les bis qu'ils devraient acheter, c'était en sous forme d'avion, s'il y a des embouteillages, vous pouvez sauter, c'était quelle marque de bis? Oui. Nous allons venir aujourd'hui, s'ils disent que la mégestion, hier, il n'y a pas longtemps, c'est hier, nous avions vu les assistants parlementaires. Ils sont allés faire le sit-in devant le ministère du budget. Oui. Mais c'est pourquoi alors? Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés. Oui. Et aujourd'hui, après les réclamations, nous voyons qu'ils étaient payés 15 000. Juste après les réclamations, on a majoré leur émolument à 20 000 $. Vous nous dites que vous êtes d'accord, d'accord de ce que les députés disent. Mais partons petit à petit. Ils étaient payés 15 000 $. Oui. Après les réclamations, aujourd'hui, ils sont payés 20 000 $. D'où venaient les 5 000 $? Est-ce que vous avez évalué dans le ministère des budgets, cet argent venait de caisse de l'État? Est-ce que vous aviez suivi avec le ministère des Finances l'argent qu'on a majoré là? Ça provenait en caisse de l'État? Oui. C'est là où nous sommes. Okay. Lorsqu'on parle de mégestion, c'est tout ça. Je pense que le président Vital Kamerhe, c'est un homme très très intelligent, mais des fois, je ne sais pas, peut-être il est en train de vieillir, mais il a peut-être mal agi, commencé déjà par demander pardon. Voilà. Et aujourd'hui, après... Le fait qu'il a demandé pardon. Le fait qu'il a demandé pardon. Oui. Et à moins d'une semaine de réclamation, les députés ont vu leur émolument majoré à 20 000 $. Oui. C'est déjà... Ce sont des questions qu'on doit se poser. Oui. D'où viennent les 5 000 $. Cet argent, si vous faites les 5 avant, il n'y en avait pas. Avant, directement, ils ont vu leur salaire être majoré. Si vous faites les 5 000 $ qu'on a ajouté à chaque député, fois 500 députés, ça nous fait combien? Et d'où vient cet argent-là? Ok. Et qui bénéficiait de cet argent avant qu'il puisse être majoré? Très bien. Aux émoluments de chaque député. Très bien. Je pense que ce que les députés sont en train de faire, c'est juste dans leur devoir. Oui. La Constitution nous demande ici, et l'Assemblée nationale a aussi les règlements d'ordre intérieur. Très bien. Et dans leur règlement d'ordre intérieur, ça leur demande aussi de faire ce qu'ils ont envie de faire. Très bien. Moi, je ne peux que les appuyer. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, mais avec cette crise de confiance, comment les dialogues se passeraient? Parce que Kamerhe se sent délaissé par ses pairs, se sent délaissé par l'Union sacrée. En 30 secondes. Lorsque l'Assemblée nationale initie une pétition contre Vital Kamerhe, ça ne veut rien dire que Vital Kamerhe a été chassé de l'Union sacrée, non. Okay. Les dialogues, le président de la République a dit nous devons instaurer les dialogues dans notre pays avec tous les Congolais. Oui. Et Vital Kamerhe, c'est un Congolais, il en fait partie. Très bien. C'est-à-dire que dans les dialogues que le président, au moment opportun qu'il pensera que non,
c'est le moment que le peuple congolais, que tous les couches puissent se mettre ensemble pour discuter de ce qui est notre pays. Je pense que tout le monde est invité. Okay. Sauf ceux qui ne sont pas des Congolais, comme on venait de dire, on venait de parler ici, ils ne sont pas invités. Mais tous les Congolais, moi, dans beaucoup sont invités dans le dialogue. Okay. C'est là où nous sommes. Éviter Kamere aussi fait partie des gens qui feront partie de ce dialogue. Très bien. Mais la pétition n'a rien à voir avec l'union sacrée. Dans la pétition, ce que nous faisons, ce que les députés sont en train de faire, c'est juste respecter la constitution de notre pays, c'est juste respecter la loi de notre pays et c'est juste respecter les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Très bien. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Nous vous remercions tellement. Je vous assure que déjà nous voyons les messages tomber ça et là. La population va réagir. Et nous allons voir comment vous faire parvenir tout ce que la population dira parce que vous êtes censé être vraiment en contact direct avec cette population. Oui, oui déjà parlant de la population, moi, ceux qui me connaissent, c'est la commune de Ngaliema. Je pense que même ceux qui sont derrière vous me connaissent. Oui. Moi, à la commune de Ngaliema, à chaque fois, je passe dans des émissions, dans d'autres chaînes. Après, on appelle toujours et après les demandes des gens, on a toujours eu une solution. Très bien. Si vous partez à la commune de Ngaliema, partout où moi m'appelle, j'appelle les autorités compétentes et nous avions toujours la solution. Très bien, pas solution. Dans ma commune, je vous dis, c'est sans mâcher les mots, si vous posez la question à la commune de Ngaliema, qui est Igmalaga Keita, ils vont vous dire non, je suis aussi de la commune de Ngaliema. Et moi, aujourd'hui, je vous dis que non, c'est ma première fois de venir chez vous et je reste à votre disposition. Très bien. À chaque fois que vous aviez besoin de parler de ma population, vous avez besoin de mon intervention, en tout cas, ne manquez pas de m'appeler. Okay. Même en direct, nous pouvons parler avec la population et la descente que vous venez de parler, que non, vous avez besoin de descendre sur le terrain. Oui. Je suis disponible et disposé de vous accompagner, très bien, faire route ensemble et appeler les autorités compétentes pour que nous puissions faire ce travail ensemble. Très bien, sauf imprévu, nous allons le faire demain, samedi, comme c'est le week-end, ou un dimanche. Comme ça, on parlera avec la population. Dans notre temps, nous vous remercions pour votre présence, chers téléspectateurs, vous aussi. Nous vous disons un grand merci. Restez branchés donc, sur nos antennes. Vraie version, c'est aussi sur nos différents réseaux sociaux. Suivez-nous, écrivez-nous, pourquoi pas commentez, contredisez aussi. C'est là que les choses se passent, les débats, un peu plus en détail. Bonsoir chez vous.